La Grande Guerre, année après année, 1915. Les champs de bataille de la Grande Guerre ont vu apparaître de nouvelles armes et des améliorations pour celles déjà existantes. L'incompétence et l'obstination de certains chefs haut gradés ont en revanche mené les hommes au massacre. La mitrailleuse fut probablement l'arme la plus destructrice du conflit. Des colonnes entières de fantassins transformés en cibles faciles à toucher furent totalement fauchées par sa puissance de feu. L'artillerie s'est vue confier un rôle crucial, affaiblir les lignes ennemies avant l'assaut des soldats, mais trop souvent, les tirs de barrage ne furent pas bien coordonnés avec l'avancée de l'infanterie et eurent comme résultat d'avertir l'ennemi d'une attaque imminente. Sur le front ouest, les troupes des deux camps ont été sur leur garde pendant des mois. Au cours de la guerre d'usure des tranchées, où il n'y avait qu'un no man's land de quelques dizaines de mètres parfois pour séparer les ennemis, les possibilités de mouvement étaient nulles. Chaque tentative pour briser les lignes ennemies coûtait des milliers de vies et ne conduisait qu'à des contre-attaques qui aboutissaient in fine à la situation initiale. La vie dans les tranchées de la Première Guerre mondiale s'organisait différemment d'un secteur à l'autre. Mais la mort était une compagne permanente pour ceux qui étaient postés en première ligne, même sans avoir à mener ou à repousser une attaque. Dans certains secteurs, il fallait vivre quotidiennement sous le feu ennemi déclenché au hasard, que les victimes soient à l'abri des tranchées ou non. De très nombreux soldats furent enterrés vivants à la suite de tirs d'artillerie. Les Bleus, en arrivant dans les tranchées, étaient avertis que la mort les menaçait aussi sous la forme d'une balle tirée par un sniper. Un tiers des pertes alliées sur le front ouest ont eu lieu dans les tranchées. Les rats et les mouches ont été les propagateurs d'infections parce qu'il était impossible de mettre la nourriture à l'abri de ces parasites. Les uniformes sales et usés ne faisaient qu'accentuer l'inconfort des soldats. Les politiciens avaient besoin d'une solution militaire stratégique pour briser la routine du front et les conduire à la victoire finale. Mais pendant ce temps, les pertes humaines ne faisaient que croître. Sur le front Est, les troupes russes maintenaient la pression sur les Allemands, les Turcs et les Austro-Hongrois. Cette guerre entre grandes puissances et l'utilisation de nouvelles armes, telles les gaz, les lance-flammes et les chars, ne firent que repousser l'horreur de ces affrontements à un niveau encore jamais atteint. « 1915 », la globalisation du conflit. « 1915 fut la première année complète de guerre. La question qui se posait dans chaque camp était de savoir sur quel front et où la guerre serait gagnée. Les mouvements de troupes caractéristiques aux premières semaines de guerre en 1914 étaient terminés.
Les affrontements maintenant se déroulaient dans les tranchées. Sur le front ouest, les Allemands avaient solidement établi leur position, souvent sur des hauteurs pour l'avantage stratégique qu'elles procuraient. Il était quasi impossible aux Français et aux Britanniques de s'emparer de ces positions. Or, battre les Allemands était une condition sine qua non avant d'envoyer des renforts massifs aux Russes sur le front Est. Les 19 et 20 janvier 1915, les Allemands lancèrent leur premier raid aérien contre l'Est de l'Angleterre, tuant une vingtaine de civils. Le conflit prit une nouvelle dimension lorsque les Zeppelins L3 et L4 frappèrent les villes anglaises. Mais ce n'était pas tout. Le 16 décembre 1914, une unité de la flotte de haute mer, sous le commandement de Franz von Hipper, bombarda les ports britanniques de Scarborough, Whitby et Hartlepool à l'est de l'île. Le raid dura moins d'une heure, tuant 137 civils et blessant 600 autres. Hipper reçut alors le surnom infamant de tueur d'enfants. Le 23 janvier 1915, les navires de l'agressif amiral revinrent attaquer les ports de pêche britanniques. Les Anglais furent révoltés, non seulement parce que la Royal Navy n'avait pas réussi à empêcher ces raids, mais surtout parce que l'amiral allemand et ses navires semblaient avoir les coudées franches en raison du manque de coordination entre les différents commandants de la Navy. Le réputé amiral Beatty fut chargé de mettre un terme à ces raids allemands. Encouragés par leur succès, les navires de Hipper s'apprêtaient à frapper une nouvelle fois. Mais les Britanniques interceptèrent les transmissions radio allemandes. Beatty dépêcha 5 croiseurs de combat et 6 croiseurs légers pour affronter les navires de von Hipper. Des croiseurs et des destroyers supplémentaires vinrent le rejoindre au large d'Harwich et ils découvrirent la flotte de von Hipper vers 7h20 le 24 janvier 1915. Lorsqu'il réalisa que les Britanniques avaient l'avantage, von Hipper, surpris, tenta de filer, pensant que les navires de guerre adverses étaient lents. Ils étaient, au contraire, sensiblement plus rapides que les vaisseaux allemands et les Britanniques réussirent à les rattraper près de Doggerbank, la zone de haut fond au milieu de la mer du Nord. La bataille débuta sans tarder. Le succès britannique semblait acquis jusqu'à ce que le navire amiral de Beatty, le Lion, soit touché et qu'il soit obligé de transférer son drapeau sur le Princess Royal. Les procédures navales britanniques étaient lentes et ne permettaient pas de compenser les mauvais scores de son artillerie. Seulement 75 coups au but sur plus de 1000 tirs. L'amiral von Hipper réussit à s'enfuir, mais la bataille de Doggerbank mit temporairement un terme au raid contre les côtes anglaises. Le 1er février 1915, le gouvernement allemand donna une nouvelle impulsion à la campagne des U-boats, déclenchant une guerre navale sans limite. Le U-20 coula 2 navires anglais dans la Manche. Ayant pour objectif les lignes d'approvisionnement britanniques,
les navires allemands tentèrent de bloquer les ports. À partir du 18 février, ils considérèrent comme cible potentielle tout navire se dirigeant vers le Royaume-Uni, quelle que soit sa destination ou sa nationalité, qu'il soit belligérant ou non. De plus, des raids aériens contre les dépôts de carburant, les bases militaires et les chantiers navals anglais s'intensifièrent. Les sous-marins allemands, sans respect pour la neutralité de certains bâtiments, ni aucune considération pour les lois internationales, s'attaquaient à tout ce qui flottait, y compris aux navires américains. Une nouvelle arme allait désormais jouer un rôle clé dans les guerres navales, le sous-marin. En France, l'année avait débuté par plusieurs affrontements en Champagne et dans l'Artois. Les Français tentaient de prendre les positions allemandes. L'infanterie allemande était plus nombreuse et leurs mitrailleuses, très efficaces, prélevaient un lourd tribut parmi les troupes d'assaut. Les combats, seulement interrompus brièvement pour des besoins de réorganisation, s'étalèrent jusqu'au milieu du mois de février 1915. En mars, une grande offensive française fut stoppée par les contre-attaques allemandes. Les pertes furent importantes. Peu de temps après, la Champagne allait être le théâtre d'une autre grande bataille. Les relations entre les membres de la Triple Alliance se dégradaient en raison des ambitions territoriales italiennes. Du coup, le gouvernement austro-hongrois envoya 30 bataillons dans les montagnes, à la frontière avec l'Italie. À l'encontre de leurs intérêts, les Américains campaient sur leur position neutre, ce qui convenait parfaitement aux Allemands qui poursuivaient leurs actions. Les sous-marins allemands étaient pratiquement parvenus à évincer la Grande-Bretagne de la guerre en la privant d'approvisionnement. Mais ils furent surtout, pour une grande part, responsables de l'implication en 1917 des États-Unis dans le conflit, ce qui allait avoir de terribles conséquences pour l'Allemagne. La crise entre l'Allemagne et les États-Unis éclata lorsque le paquebot Lusitania fut torpillé par un U-boat le 7 mai 1915. La semaine précédente, alors que le Lusitania se trouvait dans le port de New York, l'ambassade allemande placarda un message à côté des annonces d'embarquement expliquant que naviguer à bord du Lusitania serait dangereux car il était devenu une cible potentielle. Le navire progressait dans l'Atlantique. L'équipage faisait confiance à la vitesse de son navire pour échapper aux sous-marins. Il avait tort, car un U-boat l'attendait au large de la côte irlandaise. Il lança une seule torpille qui déclencha une explosion incroyable et qui envoya le navire par le fond en seulement 20 minutes. Il y eut 1200 victimes, dont 128 citoyens américains, parmi lesquels plusieurs personnalités.
Après ce désastre, l'opinion publique commença à basculer vers le camp des interventionnistes favorables à l'engagement des États-Unis dans le conflit. La victoire des sous-marins allemands renforça ce basculement de l'opinion. La guerre stimula le développement de la construction aéronautique. En France, le baron de Rose créa la première unité de chasse avec des Morane parasols, tandis que le Royal Flying Corps améliorait ses avions avec les technologies les plus modernes afin de développer leur efficacité dans les missions de reconnaissance et de bombardement. Le 27 mai, les pilotes français, à bord de leurs avions voisins, lancèrent le premier raid contre des usines de gaz de combat à Ludwigshafen. Dans le même temps, le haut commandement allemand, satisfait des performances de ses aéronefs au-dessus du territoire britannique, déclencha fin mai début juin un grand raid de 4 zeppelins contre Londres et les ports de l'Est de l'Angleterre. La guerre sur le front ouest en était au point mort. Mais les Allemands ne s'en tiraient pas trop mal à l'est. Encouragés par leur succès à Tannenberg l'année précédente, certains commandants s'interrogeaient sur les capacités des Russes à récupérer après les lourdes pertes subies. À la fin de janvier 1915, la 9e armée de von Mackensen lança une attaque en direction de Varsovie. Les Allemands engagèrent la bataille de Bolimov avec plus de 7000 pièces d'artillerie qui tirèrent pour la première fois 20 000 obus à gaz sur les positions russes. Un fort vent et un froid vif interrompirent la tentative allemande. Les Russes effectuèrent leur contre-attaque le 6 février, reprenant le terrain perdu et tuant 20 000 des soldats de Mackensen, mais perdant, eux, 40 000 hommes. La bataille ne fut pas concluante, mais les Allemands s'en servirent pour masquer leurs vraies intentions, à savoir la grande offensive de von Hindenburg, lancée aux côtés de l'armée austro-hongroise dès le lendemain. Sous un orage, les 8e et 10e armées allemandes se ruèrent contre la 10e armée russe et la repoussèrent d'une centaine de kilomètres jusqu'à la forêt d'Augustov, où celle-ci se rendit le 21 février. Dans cette confrontation, connue en tant que deuxième bataille des lacs de Masurie, les Allemands firent prisonniers 80 000 soldats russes. Afin de faire baisser la pression sur les Russes et la Russie, les Britanniques conçurent un plan pour battre la Turquie et leur permettre d'alimenter l'armée du Tsar en armement via les ports de la mer Noire. L'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie, était en guerre depuis le 29 octobre 1914 et avait épaulé l'Allemagne en attaquant ces mêmes ports. De plus, dans les premiers jours de novembre, la Russie, la France et la Grande-Bretagne avaient déclaré la guerre aux Turcs. Le plan avait été mis au point dès le premier jour de l'année par Winston Churchill. Son action décisive était une attaque alliée sur les Dardanelles et la péninsule de Gallipoli.
Le plan était envisagé comme une pure bataille navale. Les places fortes turques autour du détroit devaient être écrasées par les tirs des navires britanniques jusqu'à leur reddition. Ce plan s'avéra très vite totalement irréaliste, parce que non seulement l'artillerie navale n'avait pas la précision nécessaire pour toucher les forteresses, mais même lorsque le tir était réussi, l'absence de troupes d'infanterie allait empêcher les Britanniques de s'emparer de la bande côtière. Mais le plan de Churchill fut officiellement approuvé par le War Department dans les derniers jours de janvier 1915. Le ministre britannique, Lord Kitchener, donna l'ordre à une division d'infanterie de se tenir prête en cas de succès de l'opération navale. Le 19 février 1915, une attaque navale franco-britannique fut lancée, mais échoua à cause des faiblesses de l'armement des Alliés et de l'efficacité du réseau des défenses turques. Au lieu de mettre un terme aux affrontements afin de réorganiser leurs forces et leurs armements, les Français et les Britanniques s'entêtèrent en lançant une attaque combinée navale et terrestre. Toute l'opération fut conduite par un protégé de Lord Kitchener, nouvellement nommé le général Sir Ian Hamilton. Ils étaient en face de 84 000 soldats turcs sous le commandement de l'officier allemand Liman von Sanders. En raison de problèmes d'organisation, von Sanders craignait que l'invasion alliée ne réussisse. Entre autres problèmes, ses troupes manquaient de munitions. Mais von Sanders ignorait que, en termes d'organisation, la situation de Sir Hamilton n'était guère meilleure, si ce n'est pire que la sienne. Les navires britanniques avaient en effet navigué depuis l'Angleterre avec seulement une partie des troupes prévues et sans prendre en compte les rapports des services de renseignement. Les débarquements eurent lieu le 25 avril 1915 à 3 endroits différents. Les Britanniques touchèrent terre à Cap Helles, sur la péninsule de Gallipoli. Les Australiens et les Néo-Zélandais au nord de Cap Burnu, qui devint rapidement la baie des Anzacs, surnom donné aux soldats australiens et néo-zélandais. Le troisième débarquement, prévu pour être une diversion pour tromper les militaires turcs, fut mené par les Français à Kounkale, dans les Dardanelles. Les sites des débarquements avaient été choisis par Hamilton, avec l'idée de permettre à la flotte alliée de filer à travers le détroit une fois que les troupes auraient renforcé leur tête de pont. 35 000 hommes de la 29e British Division débarquèrent à Cap Helles, au sud de la péninsule, en 5 points différents, sous les tirs fournis des défenseurs turcs. Un peu plus loin, sur la côte égéenne, 70 000 soldats australiens et néo-zélandais arrivèrent à Ariburnu et Gaba Tepe. Au début, les défenseurs turcs se retrouvèrent en situation dangereuse, car ils ne pouvaient aligner qu'une seule division face aux Alliés. En dépit de cette infériorité numérique, cette division combattit remarquablement bien et contrecarra l'avancée des 35 000 hommes arrivant depuis Cap Helles. Sur 2 des 5 sites de débarquement, les troupes turques opposèrent une forte résistance.
Les 3 autres têtes de pont furent rapidement établies et renforcées en dépit des hésitations dans la chaîne de commandement qui ajoutèrent à la confusion et annula le bénéfice des premiers instants. Les Anzacs se portaient mieux. Ils ne rencontrèrent aucune opposition et s'emparèrent des sommets qui dominaient toute la péninsule. Mais une force turque rapidement rassemblée par le colonel Mustafa Kemal prit la mesure de l'avancée des Anzacs et les força à se replier jusqu'aux plages. Les positions alliées à la fin de la journée n'étaient pas très encourageantes. Les débarquements avaient été réussis, mais aucune progression notable n'avait pu être effectuée car ils étaient encerclés par les Turcs, postés dans les collines autour des plages. Les troupes d'Hamilton, soumises en permanence aux tirs d'artillerie, furent vite à court de munitions. Mais les troupes turques étaient, elles aussi, incapables d'avancer pour repousser les troupes d'Hamilton jusqu'à la mer, car elles s'étaient bien enterrées dans les tranchées. C'était devenu un remake pitoyable de la guerre des tranchées du front ouest. Les Britanniques tentèrent plus d'une fois de prendre la ville de Kritia, en vain. Ils perdirent plus de 90 000 hommes dans ces tentatives pour reprendre 3 petits kilomètres. Hamilton avait perdu 50% de ses soldats. Il fut finalement contraint de s'en remettre à Kitchener pour obtenir des renforts. On finit par les lui accorder, mais il dut faire face par la suite à un flot de reproches de la part des commandants français et britanniques du front ouest, peu disposés à voir leurs ressources gaspillées. Finalement, grâce à ce renfort de 12 divisions, Hamilton put alors repasser à l'action le 6 août 1915. Il s'agissait d'un nouveau débarquement juste au nord de Suvla Bay, près de la plage d'Ariburna. L'objectif était de réunir les troupes qui se trouvaient à elle avec celles des Anzacs pour briser le siège et rejoindre les troupes nouvellement débarquées. Pendant ce temps, les renforts turcs affluaient dans la péninsule et formaient 14 divisions. L'offensive débuta par l'attaque du général Street à Elne. Il choisit de tenter une percée à grande échelle qui fut immédiatement balayée le 10 août. Cet avantage autorisa une grande liberté de manœuvre au nord pour les troupes de Mustafa Kemal. Dans la baie tenue par les Anzacs, la tentative pour s'emparer de Saribert le 6 août se solda aussi par un échec en raison d'un manque de coordination entre les commandements et aussi de la fatigue des troupes. Les débarquements commencèrent à 10 h le matin du 6 août 1915. 20 000 hommes envahirent les plages de Suvla Bay. Les troupes britanniques remportèrent des succès à plusieurs endroits de la baie. Grâce aux erreurs des unités de reconnaissance de l'armée turque, ils ne trouvèrent que des snipers isolés pour s'opposer à eux. Sir Frederick Stopford, commandant des troupes alliées, finit par ne plus pouvoir soutenir une telle avancée et demanda à ce qu'on tienne les positions sur le front. Les Turcs, de plus en plus nombreux, prirent les collines autour de Suvla Bay, forçant les Alliés à se retirer jusqu'aux zones de débarquement. À la fin des affrontements, l'armée turque avait perdu 30 000 hommes contre 20 000 pour les Alliés. Ceux-ci avaient pris position dans les tranchées à Suvla depuis l'échec de la tentative du regroupement des troupes.
Hamilton demanda au British War Department un renfort de 95 000 soldats, mais on les lui refusa, car la pression qui montait en France et les nouveaux plans d'attaque contre Thessalonique interdisaient tout déplacement de troupes. La seule option qui se présentait était le retrait des troupes aussi rapidement que possible. Kitchener, lui-même après inspection de la zone et quelques semaines de tergiversation, publia l'ordre d'évacuation le 7 décembre 1915. C'est alors qu'une tempête de neige mit en danger l'opération. Pourtant, l'évacuation de 105 000 hommes entre le 10 et le 20 décembre fut un succès. L'évacuation de 35 000 hommes de Cap L eut lieu entre le dernier jour de décembre et le 6 janvier 1916. Des efforts incroyables furent déployés pour faire croire aux 100 000 soldats turcs que les mouvements des troupes alliées n'étaient pas une retraite. L'opération d'évacuation fut en fait le seul succès de cette campagne, car elle fut menée sans trop de pertes. « 480 000 soldats alliés avaient participé à la campagne de Gallipoli. Les victimes s'élevèrent à 252 000 hommes, dont 48 000 morts. Du côté turc, il y eut 250 000 victimes, dont au moins 65 000 tués. Ce désastre força Winston Churchill à démissionner de son poste de Premier Lord de l'Amirauté. Au printemps 1915, les regards se tournèrent à nouveau sur le front ouest. À Neuve-Chapelle, à l'ouest de l'île, au nord de la France, les Allemands tenaient de solides positions. En mars, les troupes britanniques et françaises lancèrent un assaut pour les en déloger. À la pointe de l'attaque se trouvait la première armée de Douglas Haig. Elle débuta par un barrage d'artillerie de 35 minutes de chaque côté de Neuve-Chapelle, visant la prise de la crête d'Aubert à quelques kilomètres de la ville. Le manque de munitions et leur mauvaise qualité empêchèrent les canons de frapper efficacement les Allemands le long des 3 kilomètres de front, même si les avions de reconnaissance du Royal Flying Corps aidaient au réglage de ces tirs. Au cours de cette seule opération, on tira plus d'obus que pendant toute la guerre des bourgs, au sud de l'Afrique. Une bonne illustration de l'évolution de la guerre dans les 15 dernières années. 4 divisions, soit 40 000 hommes, attendaient le long du front. L'infanterie était fréquemment engagée dans des combats au corps à corps. Sir John French, de la force expéditionnaire britannique, traversa rapidement un secteur allemand qui n'était défendu que par une seule division de la 6e armée de Prince Ruprecht. Il leur fallut 4 heures pour consolider leur position dans la ville, ce qui fut considéré comme une victoire éclatante. Mais les approvisionnements et les problèmes de communication continuèrent à handicaper les troupes de Haig. Ruprecht envoya ses réserves vers Neuve-Chapelle et lança une contre-attaque le 12 mars. Les Britanniques réussirent à tenir le territoire qu'ils avaient repris, à savoir un peu plus d'1,5 km. Les troupes britanniques tentèrent de s'emparer de la crête d'Aubert. Mais cela s'avérait être une tâche impossible. Des milliers d'hommes qui en furent chargés, pas un ne survécut.
Pendant ce temps, les troupes du général Pétain entamèrent la deuxième bataille de l'Artois, enfilant rapidement vers la crête de Vimy, d'une grande valeur stratégique. Les Britanniques modifièrent leur plan pour venir soutenir l'offensive de Pétain. La première armée du général Haig fonça sur Festubert après 3 jours de préparation d'artillerie. Mais l'opposition allemande, la pluie et le manque de munitions furent la cause de l'échec. Le commandant britannique en chef, Sir John French, expliqua ce désastre par le manque de munitions et nota que la production d'obus en Grande-Bretagne avait été incapable de satisfaire la demande pour répondre aux besoins d'une guerre de longue haleine. Les critiques virulentes du Daily Mail de Lord Northcliffe amena le gouvernement britannique à créer l'Ammunition Department qu'il plaça sous la coupe de David Lloyd George. French décida que le corps expéditionnaire britannique devait stocker des munitions en prévision de l'avenir. Mais l'allongement de la durée des tirs de barrage annulait le facteur surprise et offrait aux Allemands un temps supplémentaire pour se préparer. Après l'échec des Alliés à Neufchâtel, c'était au tour des Allemands de contre-attaquer. Cette fois-ci à Ypres, en Belgique. Ceux-ci étant mobilisés par leur guerre à l'Est contre les Russes. En réalité, la principale raison de cette offensive était de détourner l'attention des Alliés des opérations sur le front Est. Le 13 avril 1914, le Kaiser Guillaume II avait accepté le principe des opérations à l'Est et avait ordonné que 8 divisions soient transportées par train vers le sud de Cracovie, ce qui pouvait passer pour un affaiblissement de leur position à l'ouest. Ypres, où s'est déroulée cette seconde bataille, est connu pour être le lieu de la première utilisation d'armes chimiques sur le front ouest. Les Allemands en avaient déjà utilisé à Bolimov sur le front Est cette même année, mais leur impact à Ypres fut bien plus dévastateur. Il s'agissait d'une violation évidente de la Convention de La Haye qui interdisait l'utilisation des gaz de combat. « 168 tonnes de dichlore furent lâchées depuis 507 000 boîtes à l'aube du 22 avril 1915 contre les troupes franco-algériennes et territoriales après un court barrage d'artillerie par les canons de 17 pouces, 430 mm. Un brouillard brun-gris se leva depuis les lignes allemandes et progressa en direction des positions françaises. La panique s'empara des troupes alliées qui fuirent Ypres alors que le gaz lourd se répandait dans les tranchées pleines de soldats. Le long d'un front de 6 km, le gaz enveloppa quelques 10 000 hommes. La moitié mourut par suffocation 10 minutes après que le gaz ait atteint la ligne de front. Ceux qui survécurent étaient temporairement aveugles, confus et souffraient de toux persistantes. Alourdissant le bilan, 2000 hommes furent faits prisonniers. 2 corps d'armée allemands portant des masques à gaz se ruèrent dans l'espace de 10 km entre les lignes alliées. Le lendemain, une deuxième attaque au gaz fut lancée à Saint-Julien, où les troupes canadiennes étaient rassemblées. Grâce aux masques improvisés constitués de mouchoirs mouillés, ils parvinrent à repousser l'avancée allemande. Mais la peur des gaz empêcha les troupes allemandes de tirer plus avantage de la situation. Après avoir repris 3 km et pris position sur la colline 60, ils durent s'arrêter pour préparer une contre-attaque terrestre sur les troupes du général Smith-Dorrien qui cherchaient à se retirer d'Ypres.
En effet, Smith Dorrien estimait que seule une offensive de grande envergure pourrait désormais chasser les Allemands de leur position. Cette idée de retrait ne plaisait pas beaucoup au commandant en chef britannique Sir John French, qui intima l'ordre à Smith Dorrien de démissionner et de rentrer en Grande-Bretagne. Le successeur de Smith Dorrien, le général Herbert Plumer, recommanda également un retrait et cette fois la suggestion fut acceptée. Le commandement allié réagit rapidement aux tactiques des gaz et comprit qu'il était sans doute possible de protéger les troupes contre le gaz moutarde en leur fournissant des masques. Mais que ce soit par les tirs d'artillerie, les combats rapprochés ou les gaz, l'infanterie allait souffrir durant les affrontements à venir. Le 24 mai 1915, un assaut allemand sur la colline de Bellewaerde obligea les Alliés à reculer une fois de plus. Mais les Allemands, à court d'approvisionnement et de renforts, durent stopper leur offensive. Pour maintenir la pression, ils bombardèrent la vieille ville avec leur artillerie dans l'espoir de la raser. L'attaque allemande entama sérieusement les positions alliées. Leur position en hauteur ayant été perdue, ils ne tenaient plus désormais que quelques dizaines de kilomètres carrés dans le sud-ouest de la Belgique. Le bilan des pertes après la seconde bataille d'Ypres s'élevait à 69 000 soldats alliés et 35 000 Allemands tués. La différence entre les deux s'explique par l'emploi du gaz. Son utilisation en Belgique ne fit qu'aggraver la tension entre l'Allemagne et les États-Unis, encore neutres jusqu'à cette date. Maintenant, les deux camps allaient utiliser les gaz avec des résultats divers. Les Britanniques en dispersèrent pour la première fois à la bataille de Loos, qui débuta dans les premiers jours de mai, alors que les combats se poursuivaient toujours autour d'Ypres. Cette bataille était l'un des composants de l'offensive majeure franco-britannique en Artois. Le commandant en chef des armées françaises, le général Joffre, et les commandants britanniques étaient confiants car leurs troupes étaient plus importantes que celles des Allemands. En certains points du front, le rapport était favorable aux Français à 3-1, mais même dans ces conditions, les assauts sur Vimy près d'Arras, par exemple, furent un échec. Sur le front Est, le 1er mai 1915, les Allemands lancèrent une attaque contre les villes de Garliss et Tarnow. Pendant plus de 4 heures, 700 pièces d'artillerie tirèrent des obus conventionnels, mais aussi à gaz, en pleine tempête. En une semaine, les Allemands et les Autrichiens avancèrent de 60 km à travers le flanc sud, après avoir anéanti la 3e armée russe. Au cours de leur retraite, ces derniers eurent à subir des attaques depuis le nord, cette fois sur leur flanc droit en Galicie. En combattant jusqu'à la mort, les Russes réussirent quand même à briser l'encerclement des Allemands. Ils furent nombreux à parvenir à fuir, mais 56 000 hommes furent tués et autant faits prisonniers. La situation dans les Flandres et sur le front ouest était intenable. Mais un nouveau front s'était ouvert. L'Italie rejoignait les Alliés en mai avec pour objectif de briser les lignes autrichiennes et de s'emparer de Trieste. Les batailles de Lisanzo se déroulèrent près de la rivière qui porte ce nom, mais aussi en Slovénie, dans le secteur oriental du front italien, entre juin 1915 et novembre 1917.
Cette rivière de 70 km de long court du nord au sud, en Autriche, et le long de la frontière italienne à travers les Alpes jusqu'à la mer Adriatique. Le front était tenu par les Austro-Hongrois qui avaient anticipé que l'Italie allait se joindre au conflit et avaient renforcé leur position. Il s'agissait d'une ligne de défense multiple reposant sur une tactique de tir croisé des mitrailleuses. Le chef d'état-major italien, Luigi Cardona, prévoyait le succès de cette campagne grâce à une attaque le long de la côte est, à travers l'embouchure de l'Isonzo, malgré la tendance de cette rivière à déborder en cas de grosse pluie. « 12 batailles se déroulèrent le long de la rivière, et toutes se terminèrent par un statu quo ou un désastre pour l'armée italienne. 4 d'entre elles eurent lieu en 1915. Même si les Italiens leur étaient supérieurs en nombre, les Austro-Hongrois, bien installés dans leur position, conservèrent leur terrain et infligèrent de lourdes pertes aux attaquants. Le 23 juin 1915, la première bataille de l'Isonzo débuta. Le commandement italien commit la même erreur que le commandement allié sur le front ouest. Il envoya son infanterie sans aucun soutien d'artillerie. 2 semaines plus tard, l'attaque fut stoppée. Le 18 juillet, la deuxième bataille d'Isonzo commença. Les forces italiennes ne réussirent pas à passer sur l'autre rive, et encore moins à s'emparer de la bande de terrain entre Vipaccio et la mer, sur la route de Trieste, d'une importance stratégique considérable. Les fortes pluies et la boue les mena au désastre. Le 4 novembre 1915, l'attaque s'arrêta. Les forces italiennes n'étaient jamais parvenues à maintenir une offensive assez consistante sur l'ensemble du front. Les pertes humaines étaient importantes, 70 000 pour les Italiens, 42 000 pour les Austro-Hongrois. En France, le 25 septembre, après 4 jours de préparation au cours de laquelle 2500 pièces d'artillerie tirèrent 250 000 obus, la deuxième bataille de Champagne débuta. Elle faisait partie de 3 offensives lancées par les armées franco-britanniques. Au cours de la 3e bataille de l'Artois, une nouvelle attaque française réussit à s'emparer pour la 3e fois de la colline de Vimy. Participant à cette grande offensive, la première armée du général Sir Douglas Haig attaqua entre Lens et le canal de la Bassée. Ce fut le début de la bataille de Loos. Après 4 jours de tirs intensifs d'artillerie, les Britanniques se trouvèrent à court de munitions. Haig envoya quand même 6 divisions à l'assaut. Les Britanniques profitèrent d'une supériorité numérique importante, mais ils étaient épuisés et le terrain était très difficile. Lorsque le barrage d'artillerie s'arrêta, Haig donna l'ordre pour la première fois d'utiliser des obus à gaz. Le volume de gaz envoyé avait été calculé pour saturer les masques allemands de l'époque, un peu rudimentaires. Le vent répandit les gaz. À certains endroits, ils furent renvoyés vers les tranchées britanniques, tuant ou blessant plus de 2500 hommes. Au premier jour, les Britanniques gagnèrent 3 km et s'emparèrent partiellement de la place forte de Hohenzollern, de la ville de Loos et de la colline 70. L'attaque du 26 septembre fut repoussée par les troupes allemandes qui reprirent la place forte.
Après plusieurs jours d'affrontements, les Britanniques durent reculer. Au cours de cette bataille, le fils de Rudyard Kipling, John, fut tué. Kipling était lauréat du prix Nobel et auteur de l'inoubliable Livre de la jungle. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il se rendit en France avec son épouse pour tenter de retrouver le corps de son fils et lui offrir une sépulture. Son chagrin était le symbole, à travers le monde, de milliers de pères et de parents pleurant leur fils victime de ce conflit absurde. Les Britanniques renouvelèrent leurs attaques contre l'Oss le 13 octobre. Ils reprirent la ville et repoussèrent les contre-attaques allemandes. Au cours de ces combats, les Britanniques perdirent 50 000 hommes et les Allemands 26 000. Les échecs britanniques à l'Oss conduisirent French à démissionner de son poste de commandant en chef, ce poste étant repris par Douglas Haig dans les derniers jours de 1915. Les succès français en Champagne furent limités en dépit de leur début prometteur. L'emploi de nouvelles armes par les deux camps les mit à égalité. Les soldats du Kaiser étaient très bien installés dans les tranchées avec des postes de tir pour mitrailleuses entièrement bétonnés. Très souvent, l'artillerie tirait sans relâche sur les barbelés juste devant les tranchées allemandes. Ce n'était pas l'objectif premier, même si par chance les troupes d'assaut parvenaient à s'extirper des barbelés. Ils découvraient vite que leur artillerie n'avait eu aucun effet sur les bunkers enterrés. Les Allemands utilisaient avec parcimonie leurs réserves. Ils mettaient le moins d'hommes possible en défense d'un secteur, mais en gardaient un grand nombre en seconde ligne, hors de portée de l'artillerie ennemie. Lorsque les échanges d'artillerie se terminaient, ces forces étaient chargées de la contre-attaque. Ces tactiques furent souvent couronnées de succès, car les troupes assaillantes avaient été au préalable fauchées par les tirs des mitrailleuses. À l'Est, 1915 se termina par le retrait des Alliés de Gallipoli. D'une certaine façon, cette campagne était représentative de cette deuxième année de guerre. De petites victoires pour d'incalculables pertes humaines. En cette fin d'année, le général Joffre et Sir Douglas Haig se réunirent afin de dresser les plans d'une grande opération de contre-attaque sur le secteur de la Somme, sur le front ouest, qui devait être menée dès les premiers jours de 1916. L'année à venir s'annonçait de nouveau difficile et coûteuse en vie humaine, et malheureusement, elle allait tenir ses promesses.